Voilà, on est heureux de vous accueillir pour cette quatrième journée en compagnie de Loïc. Loïc, je le rappelle, pour les téléspectateurs qui l'ignoreraient encore, il y en a peut-être un ou deux, mais avec le courrier que tu reçois, je crois que... Oui, je reçois beaucoup de courriers. Beaucoup de courriers, hein. Et je remercie les gens qui m'écrivent. Ah oui, des choses gentilles. Oui, très gentilles. Très, très gentilles, même. Allez, regardez-le, ce garçon. On peut juste dire une chose, en effet, puisqu'on parlait de ça pour démarrer l'émission, puisqu'on rappelle que cette émission avec Loïc, elle est consacrée aux 75 ans de la radio suisse romande, et que c'est à travers son regard, et vous le verrez aujourd'hui, plus particulièrement dans les studios, que l'on parle de ça. Eh bien, Pierre Lang, qui est un journaliste qu'on a beaucoup apprécié ici, dans la maison, nous a écrit et t'envoie des disques. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent être utiles, ceux-là. Si, certainement. De toute manière, je vais les écouter. Tu vas les écouter. Il y a des musiques d'ambiance qui peuvent être utiles. Tu sais, oui. Il a même fait à l'époque un générique sur la base de ce genre de choses. Merci à Pierre Lang. Merci à Pierre Lang. On le salue bien. Patrick Ferlat, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Ce garçon vous a écouté ce matin. Avec Bernard Lavillier. Voilà. Avec Bernard Lavillier. Il y aura quelques commentaires à faire, je suis sûr, parce qu'il a toujours des commentaires. J'ai remarqué, ouais. Patrick Moore avec nous. Bonjour. Du Théâtre Spirale. Si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler d'un spectacle où justement, un peu à la manière de la démarche de Loïc, c'est l'Occident et l'Afrique, enfin, en tout cas l'Europe et l'Afrique qui créent ensemble des choses extrêmement intéressantes. Mais moi, je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans une ambiance très particulière. C'est les 75 ans de la radio. Puis on avait envie de faire plaisir à beaucoup d'entre vous, alors on a retrouvé ça. Et voici la chaîne du bonheur. Ici, Radio Lausanne, chaîne du bonheur international. Passer partout, nous reviendrons chaque semaine. N'oubliez pas notre rendez-vous. Peut-être bien que notre ronde nous conduira jusque chez vous. Il y a du bonheur pour tout le monde, il y a du bonheur partout. À vous! Monsieur Lachenal, voulez-vous prononcer le vœu de la chaîne? Monsieur Nordman, mon vœu serait d'offrir un cadeau à la princesse d'Angleterre à l'occasion de son mariage. Ein Hochzeitsgeschenk für die Prinzessin Elisabeth in Form von Schweizer Ferien für 20 Kinder aus London. Nous allons armer un avion, partir pour Londres et ramener pour un mois 20 petits londoniens en Suisse. D'accord? Voilà qui était sympa. On a bien sûr reconnu Roger Nordman, on a reconnu Jacques Roland, qu'on salue, sûrement devant son poste. Au piano, c'était sûrement Ruffert, n'est-ce pas? C'était Albert Ruffert, oui. Et puis vous avez vu parmi les auditeurs qu'il y avait? Ah, j'ai pas vu, non, dites-moi. Vous n'avez pas vu le général Guisan? Ah oui, très attentif devant son poste. Oui, hein. oui. Absolument. Non, c'était juste pour dire, et peut-être là, vous pouvez déjà nous donner quelques indications, Patrick, c'est cette radio romande, on ne va pas aujourd'hui parler de la chaîne du bonheur, on aura d'autres occasions pour le faire, mais de manière plus générale, c'est la vocation des médias de temps en temps de non seulement informer, mais se solidariser. Et c'est un esprit qui continue aujourd'hui. Absolument, c'est l'occasion évidemment de relier les gens entre eux, enfin de les rassembler. Alors par rapport à la chaîne du bonheur, donc on a lancé il y a une année maintenant, parce qu'on pense aussi que finalement il y a une forme de solidarité qui ne demande qu'à être exprimée, donc à lui donner le cours. C'est donc chacun pour tous, une opération, parce qu'on pense que finalement les questions qu'on peut se poser à Delémont, à Sion, trouvent des réponses dans d'autres villes, et que le but de la radio, c'est de mettre des gens ensemble. Et puis il s'agit de réaliser des projets. Oui, ça, c'est-à-dire que quiconque a un projet précis de vie, de société qui implique une communauté, on est bien d'accord. Alors bon, c'est aussi un projet de se dire, voilà, je vais aller du côté des Indes d'Amazonie, pourquoi pas? C'est un projet, disons, personnel. Mais c'est plutôt des projets qui relient les gens entre eux. Alors c'est très très simple, la marche à suivre, c'est que c'est ceux qui ont ces projets et qui se sont souvent heurtés à des difficultés administratives, bureaucratiques, dans une société qui n'a plus le temps d'écouter, de recevoir et de parler. Alors ces gens, ils nous envoient ces projets. Il y a un comité conseil qui est formé de 7 personnalités de Suisse romande dans tous les domaines, économiques, sociologiques et autres, qui en examinent la faisabilité, la crédibilité, et on essaie, nous, après, on les porte à l'antenne, et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ces projets, qui s'y intéressent, et dans certains cas aussi d'inviter les personnes qui ne se sont pas rencontrées à se rencontrer
à l'antenne. Alors, C'est une invitation amicale. Vous savez, toujours dans nos archives, non, pas dans nos archives, en fait, ça c'est Elisa qui a rencontré quelqu'un qui était témoin d'une autre époque, mais où on avait le même esprit. Chou. Marguerite Célérier. Marguerite Célérier, dite Chou, c'est ça? Chou, c'est ça, oui. Vous la connaissez? Je l'ai connue, bien sûr. On a travaillé avec Joe Escoffier. Alors, dites-nous. Alors voilà, je peux vous en parler parce qu'on a travaillé ensemble. À l'époque, on produisait avec Joe Escoffier un magazine sur le spectacle qui s'appelait Weekend Show, le samedi après-midi. Et Chou était la secrétaire notamment de ce magazine, mais également de toute l'actualité. Elle a quelques souvenirs, écoutez. Au moment des fêtes, on faisait toujours des émissions un peu spéciales, orientées vers le social. Une année, on avait appelé ça les layettes de l'an. C'était avec Escoffier qu'on a fait ça. Les layettes de l'an, on avait fait tricoter les auditrices des layettes. Et le studio s'était mis aussi. Et dans le grand studio en Sermet, qui existe donc toujours, il y avait toutes y compris les stars du studio qui tricotaient. Colette Jean était là aussi, Catherine Michel était là aussi, et tout le monde était là à tricoter. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de photo de ce truc. Et puis, on faisait des ramassages de jouets, alors ça, c'était l'horreur. Parce que les gens, il y a ceux qui apportaient des paquets bien ficelés, bien propres, bien en ordre, et puis alors, tous ceux qui apportaient des jouets cassés. On avait l'impression que les gens prenaient les caisses à jouets de leurs enfants et vlap, allez, toc pour la radio. C'était vraiment un peu énervant. Mais vous n'avez pas fait que ramasser des jouets, vous avez également distribué des postes de radio. Racontez-moi un petit peu. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Il y avait une action qui s'appelle l'Action Suisse pour la radio et la télévision. C'était une organisation qui est indépendante de la radio, qui a été créée à la fin de la guerre. Parce qu'il y avait toutes les maisons de soldats, pendant la guerre de 39-45, étaient équipées de postes de radio. Pensez-vous, on va faire quoi de ces postes de radio? Et quelqu'un a une idée géniale de se dire, ah, mais on pourrait les donner aux handicapés, aux invalides, aux aveugles, à tous ces gens, ils sont à disposition. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis ça a tellement bien marché qu'il a fallu trouver de l'argent pour racheter des postes de radio, pour en donner à tout le monde. Donc ça couvrait toute la Suisse. Nous, à Genève, on s'occupait de la Suisse romande, naturellement. Alors, le point de vue de Loïc, parce que toi, tu es de l'autre côté, hein, tu es en Afrique, et il y a des collègues qui s'organisent pour l'Afrique avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'efficacité. T'en penses quoi? Bon, les collectes de matériel sont, en général, ça marche très bien, parce qu'on peut difficilement détourner ce matériel, sauf si c'est, surtout le matériel médical a tendance à aller d'un autre côté, du côté sur le marché. Mais c'est vrai que les collectes d'habits, de jouets, comme ça marche très bien, et c'est très bien. Alors c'est pour rappeler aussi, hein, on l'a dit au cours de cette semaine, c'est que toi tu vas repartir et on n'a pas envie que tu repartes les valises vides. Alors rappelle-nous ce qui serait assez nécessaire dans ta radio. En fait, tout ce qui marche pour les radios, donc les lecteurs CD, des micros, des câbles, un peu de tout, quoi, parce qu'elle a quand même tendance à se faire vieille. Cette jeune radio se fait vieille. Non, et puis il faut dire que même si les valises ou ces valises étaient pleines et qu'on ne puisse pas aller bien au-delà des limitations, on a quand même passablement d'amis qui vont assez souvent à Bamako. C'est déjà arrivé. Ici, ça pourrait arriver un peu plus souvent et avec des valises un peu plus lourdes, ça serait pas mal, non? 708 99 00, on rappelle que c'est notre numéro de téléphone et que déjà des téléspectateurs ont réagi il y a 1 ou 2 jours. On était drôlement contents de tout ça. Petite question entre nous, tu as écouté Patrick Ferla ce matin? Oui. Ça t'a intéressé? Ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup Bernard Lavilliers. Et c'est vrai que c'était très intéressant qu'il a parlé au fait de son enfance. Je ne suis pas sûre que c'était son enfance, sa jeunesse dans les cités des usines. C'était très intéressant. À Saint-Étienne, voilà. Et comment tu as trouvé l'intervieweur? J'ai trouvé que c'était intéressant et il amène très rapidement le sujet en faisant un petit mot qui amène un déclic et qui a amené Bernard Lavilliers à se confesser. Quelques images peut-être, hein? Oui, alors c'est pas Bernard Lavilliers, mais c'est sur fond de générique de Petit Déjeuner, puisque bien sûr Patrick Ferla, c'est le Petit Déjeuner, et bien ce qui se passait avec lui au début de la semaine avec Philippe Azini. Le Petit Déjeuner de Patrick Ferla, magazine de libre-échange de Radio Suisse Romande La Première. Ça, c'est l'ambiance que tu as découverte ce matin, hein, parce que tu n'as pas beaucoup l'occasion d'entendre Patrick Ferla. Non, j'avais jamais écouté son émission plutôt, et c'est vrai que c'est très intéressant.
Patrick, si vous aviez quelques conseils à lui donner dans le domaine de l'interview, de l'accueil de l'invité, ce que vous faites depuis 12 ans, on l'a rappelé, qu'est-ce que vous lui diriez? Vivre. Non, mais moi je pense qu'il y a deux choses importantes, vous l'avez déjà dit au cours de la semaine, d'ailleurs tu l'as dit toi-même, c'est l'écoute et puis c'est le regard. On n'est pas à la télé, à la radio, mais le regard compte énormément. Je crois que beaucoup de choses passent finalement par les yeux et par le regard qu'on adresse à l'autre. Parce que la radio c'est finalement assez simple, dans le sens où elle est faite pour prendre des nouvelles des autres. Hein, et moi je dirais les deux choses, c'est savoir écouter, savoir se taire aussi à un moment donné. Les silences sont toujours générateurs de choses, de non-dits qui arrivent. Il y en a eu quelques-uns par exemple ce matin avec Bernard Lavilliers, c'était quand on a peur du vide évidemment, donc à partir du moment où l'autre se tait, on se dit on va ajouter quelque chose. Des fois il faut laisser donner du temps au temps, mais l'écoute et le regard. Tu as aussi l'occasion toi d'avoir de longues interviews comme ça dans ta radio, de recevoir des gens, de pouvoir leur parler Oui, ça nous arrive de temps en temps, parce qu'on ne va pas en reportage, c'est vrai. Mais c'est vrai que le silence est important, et l'intensité du regard. Quand la personne dit quelque chose, et au moment où il a fini, un regard précis avec beaucoup d'électricité dedans, ça amène la personne à peut-être développer le sujet ou à se confesser un peu plus. Mais comment est-ce qu'on arrive à être attentif 1 heure par jour, avec un personnage par jour, pendant 12 ans? Est-ce qu'il n'y a pas un moment... Moi, je pense à ces gens qui font le tour du monde dans des voyages organisés et qui savent jamais très bien dans quel aéroport ils viennent de quitter, dans lequel ils vont atterrir, et ils sont toujours en retard d'une escale, et vous n'arrivez pas tout à coup de vous dire, tiens, mais au fait, avec qui suis-je aujourd'hui? Ah, mais vous avez une journée qui précède, à tout le moins, pour y songer, et pour partager un peu à l'avance, je veux dire, parce que on peut ajouter peut-être ça, mais là aussi, j'imagine que tu l'as déjà vérifié, c'est être relativement bien informé sur la personne qui vient. Et quand je dis bien informé, c'est aussi avoir une forme d'élégance, c'est-à-dire de se dire, parce que l'émission du matin, le petit déjeuner, c'est Valérie qui disait ça, je crois. Le matin se lève, faut tenter de vivre. C'est un peu ça aussi quand même. Alors c'est s'intéresser à l'autre et se dire, comment est-ce qu'il se débrouille finalement avec cette chose étrange, formidable à la fois et dérisoire aussi qu'est la vie. Alors avant le jour de l'émission, il y a toute la journée qui se passe. Alors on fait plein de choses à la radio comme dans la vie, et fatalement on pense à cet invité. Donc moi je débarque pas dans un aéroport en me disant qu'est-ce que j'ai ce matin. Non, il y a l'information d'une part, mais il y a tout de même aussi tout bêtement l'affectif. Nous on le voit avec un invité par semaine, on a du mal à le quitter, puis on s'aperçoit tout de même après un peu plus d'1 an d'émission que certains restent émergents et que d'autres sombrent un peu dans nos mémoires ou dans notre affection. Alors quand c'est tous les jours, est-ce qu'on arrive encore à avoir, outre la curiosité intellectuelle, je dirais l'affection? Ce qui est formidable, c'est précisément la curiosité, vous le disiez Alex, et c'est le fait que les univers qui sont révélés un tant soit peu dans cette émission sont tous les jours différents. Aujourd'hui, c'était Bernard Lavilliers. Demain, on va parler de la Birmanie, des enfants massacrés, enfin abîmés en Birmanie avec Claude Choly, qui est votre confrère à TSR. Il n'y a rien à voir. D'un côté, il y a tout à voir parce que ce sont des hommes qui s'expriment et qui ont des idées, des sentiments, des émotions, mais à chaque fois, l'univers change. Puis je crois qu'on peut préciser quand même que si les journalistes sont appelés très souvent à changer de sujet, l'avantage pour Patrick, c'est de passer 1 heure avec quelqu'un et d'avoir l'occasion de vraiment entrer dans un dialogue. J'ai entendu tout à l'heure, Patrick a dit, Valérie disait, le matin se lève, il faut tenter de vivre. Toi, tu penses des choses comme ça? Quand le matin se lève, qu'est-ce que tu te dis? Vive la vie, on va entreprendre, oh là là, c'est dur. Vive la vie, oui. Vive la vie. Ouais. Ah, j'étais à peu près sûr. Même que je suis pas du matin, je suis plutôt quelqu'un du soir, mais le matin, quand je me lève, je dis vive la vie. Bon, moi, je dis vive la vie aussi. Ce qu'il faut pas oublier, évidemment, c'est que de l'autre côté du transistor, il y a des gens qui disent aussi vive la vie. Il y en a d'autres aussi qui ont peut-être de la peine à vivre. Quelque part, on est aussi là pour ça, pour se mettre ensemble. D'accord. On retourne un peu en Afrique maintenant, si vous voulez bien. On va parler tout à l'heure avec Patrick Mort, avec toi, avec Patrick Ferla, avec tout le monde, de ce continent. Et aujourd'hui, c'est une date un peu particulière, puisqu'il y a 10 ans, exactement, le président Thomas Sankara, président du Burkina Faso, était assassiné par son frère de lait Blaise Compaoré, en tout cas les hommes de Blaise Compaoré. Alors, bon, je pense que, comme on va parler du Burkina, il y a une opération de la radio là-bas, que le Burkina, c'est pas loin du Mali, que le capitaine Thomas Sankara, ça te dit quelque chose. Alors, je vous propose d'abord cette séquence. C'était en 1984, où nous étions allés le voir avec Jean-Claude de Chanel. Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983.
C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Lorsque nous recevons un ambassadeur qui doit présenter ses lettres de créance, nous ne le recevons plus dans ce bureau, qui est le bureau présidentiel, non. Nous le recevons en milieu rural. Nous l'amenons en brousse, en campagne, chez les paysans, très simplement, très modestement, et il vient là. Après avoir emprunté des routes chaotiques et après avoir accumulé de la poussière, de la fatigue, de la soif, nous le recevons comme ça, dans ces conditions, nous lui disons « Excellence, monsieur l'ambassadeur, voilà la Haute-Volta telle qu'elle est. Si vous voulez composer avec cette Haute-Volta, c'est ainsi, c'est avec elle que vous devez composer. Ce n'est pas avec nous qui sommes dans les bureaux feutrés. C'est que nous avons un peuple qui a lui aussi sa sagesse, son expérience. Nous avons un peuple qui sait aussi redéfinir une certaine façon de vivre. Ailleurs, on meurt d'avoir été trop bien servi. Ici, on meurt de n'avoir pas été suffisamment servi. Voilà, autour de cette table, en tout cas, c'était suivi attentivement. Patrick Mort, vous qui connaissez bien l'Afrique, vous avez réagi en... Ah ben, c'est des images qui touchent vraiment au cœur. Moi, j'ai appris à aimer le théâtre en Océanie et en Afrique, et entre autres au Burkina Faso, qui est la terre des hommes intègres, au moment, juste après la révolution de Sankara. Donc j'ai découvert tout d'un coup un théâtre où il y avait une osmose totale entre la vie et les arts, un passage très dynamique entre la fiction et la réalité. Et j'ai travaillé avec une troupe qui s'appelait la troupe du génie, qui faisait du théâtre, disons du théâtre utile, sur l'excision, sur le mariage forcé, dans les villages, et où tout d'un coup le théâtre était reçu avec une telle force, c'était une rencontre d'une telle vivacité, que ces images ne peuvent pas me laisser indifférente. Et Thomas Sankara reste une référence très très forte, surtout pour les jeunes en Afrique. Et je crois que c'est extrêmement important parce qu'il représente une porte ouverte impossible, alors qu'on nous met le nez dans la merde, il faut le dire, quotidiennement au Congo. Et cette possibilité d'une transcendance d'une réalité extrêmement dure, elle reste encore là grâce à des gens comme Thomas Sankara. Loïc, Thomas Sankara, c'est un nom qui dit quelque chose. Est-ce qu'on en parle un peu au Mali? Disons que dans notre radio, comme on a tendance à aimer les opprimés et les assassiner, donc on en parle souvent. Et dans la direction, ils ont presque tous connu Thomas Sankara. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, je pense, pour le Burkina et aussi pour l'Afrique. Parce qu'il a montré que les Africains peuvent faire quelque chose sans avoir besoin de l'Europe. Ouais, je crois que c'est ça le message peut-être le plus important de Sankara, c'est de dire c'est à nous de nous dresser, d'être des hommes debout, d'être des hommes intègres, hein, puisque c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà. Oui, ce qui est très net d'ailleurs, c'est que non seulement des gens qui l'ont connu le disent, mais toute l'Afrique, en tout cas cette partie de l'Afrique et le Burkina, c'est très très net. Sur les marchés, il y a toujours quelque part une échoppe qui vend des affiches avec la photo de Thomas Sankara, un petit peu comme ça peut être pour le Tché. Sur les devantures des magasins, sur les bus. Et comme nous avons eu l'occasion de bien le connaître, puisqu'il existe un film de la TV Romande que nous avons réalisé, quelques publications, c'est vrai que c'est un homme qui manque beaucoup au continent aujourd'hui. Je crois que ça, il y a les jeunes et les autres qui le disent très volontiers. Hein. Oui. Je pense que si tous les présidents africains seraient du même caractère que Thomas Sankara, l'Afrique ne serait pas où elle est maintenant. Alors, si on parle beaucoup du Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'il y a une opération de la radio romande samedi, hein, pour fêter ses 75 ans, radio en triplex avec la Gaspésie et le Burkina Faso. Alex, le Burkina Faso, ça c'est vraiment une terre que notamment un collègue de Patrick connaît très bien, c'est Franck Musy. Oui, mais Franck Musy, si vous le voulez, on va pouvoir le retrouver dans quelques minutes. J'aurais voulu vous proposer, peut-être auparavant, simplement pour resituer, pour ceux qui nous prennent aujourd'hui pour la première fois, ça peut arriver, de resituer Loïc dans son... Non, on va retourner au Burkina simplement, Faso. On va retourner... Non, au Mali. Non, au Mali, comme vous voulez. Moi, je trouve que ce garçon est d'un désordre. Vous avez vu ça, Alex? Je ne sais pas si vous le prendriez. Regardez les belles images qu'Alex avait tournées, qui voulait absolument... Voilà, c'est ça que je voulais vous proposer. C'était Loïc dans son village à Moribabougou. La ligne chemin de fer qui n'est pas très fréquemment utilisée. Tu peux peut-être nous commenter tout ça? Ouais, tu sais, Loïc, je crois qu'il t'a fait un coup tordu là, parce qu'en fait, il va aller acheter les cigarettes, puis il y a un moment qu'il a envie que tu arrêtes de fumer, c'est ça? En fait, c'est ça, oui. Ah, c'est ça, exactement. Parce que c'est la première chose, je te demanderai l'autre jour ce qui t'a surpris quand tu es arrivé là. Moi, la première chose qui m'est surpris quand je suis allé te voir là-bas, c'est ta dépendance du tabac. Et là, c'est encore très net, tu traverses tout le village pour aller t'acheter un paquet de cigarettes. Explique un petit peu
Comment on fait pour s'arrêter de fumer? Pour s'arrêter de fumer, il faut de la volonté. Et alors là, tu en as pas, toi qui en as tellement dans d'autres domaines? Si, je commence à en avoir sérieusement. Ouais. Tu t'arrêtes quand alors? Hier? Non, demain. Alors c'est vrai qu'on peut préciser aussi, puisqu'on a eu une lettre d'une téléspectatrice qui était très mécontente, parce que l'autre jour, on a parlé de la drogue, puis toi t'as dit, j'ai vu tous mes copains, j'ai l'impression qu'ils sont tous tombés dans la drogue. Alors évidemment, il faut préciser qu'ils ne sont pas tous tombés dans la drogue, en tout cas les jeunes en Suisse, mais que c'est un vrai problème et que c'est un problème qui t'a frappé. Oui, mais en tout cas, peut-être qu'elle connaît d'autres jeunes, c'est vrai, il y a des exceptions, mais les jeunes que je connais de mon enfance, eux sont tous dans la drogue. Ils persistent et signent. Oui, je persiste et je signe parce que c'est vrai, ils le sont dans là où j'ai vécu, donc à Cartigny qui est vers Bernay, ils le sont tous. Alors peut-être dans d'autres quartiers, il y en a qui n'en prennent pas. Mais on peut le souhaiter quand même. Voilà. D'accord. Retour à cette émission radio. Oui, alors, émission de radio, en effet, pour ces 75 ans, ça sera samedi, avec, en effet, Madeleine Caboche, quelque part dans le Grand-Bouet, dans le nord-est du Québec. Et puis, Franck Musy, c'est la raison pour laquelle il est notre invité aujourd'hui, je dirais, par enregistrement interposé. Franck Musy, qui, lui, est en effet parti il y a 4 jours pour le Burkina Faso, où il va travailler pendant assez longtemps avec une radio locale. Il va nous en parler tout à l'heure dans un entretien réalisé par Loïc. Et c'est vrai que samedi, on retrouvera tous ces gens à l'antenne. Alors, si vous voulez bien maintenant, justement pour parler de tout ça, les retrouvailles, puisque Loïc avait connu Franck Musy à Bamako, et on retrouve Loïc pénétrant à la radio suisse romande, c'était il y a 3 ou 4 jours, oui. Pénétrant à la radio suisse romande à Lausanne, à la rencontre de Franck Musy, qui a été prévenu peu de temps auparavant, qui était heureusement là à ce moment-là, et qui est venu l'attendre dans l'entrée de ce bâtiment fraîchement refait. Voilà, Franck. Franck, ça fait quand même, lui aussi, 10 ou 12 ans. Non, un peu moins pour Zapmonde. Ça fait un certain temps, 6 ans maintenant, qu'il gère cette émission avec son comparse et complice qu'on va voir là, Jean-Charles, qu'on connaît sans doute mieux. Et puis, la visite nécessaire et obligatoire des lieux et des idées et des souvenirs. Franck, avant de laisser libre cours à la fantaisie de Loïc, j'aimerais tout de même vous demander comment vous l'avez connu. Ah, c'est une histoire sympa. C'était en été 94. J'étais parti en reportage à Bamako. On faisait une enquête, là, on était mandaté par Georges Glatz pour voir ce qui se passait dans la prison centrale de Bamako. J'y étais avec Michel Buller. Et puis avant de partir, on s'était évidemment renseigné un petit peu, on s'était tuyauté, comme on dit. Et puis, c'est Bob Erler, un ancien caméraman de la TV, qui habite maintenant en face, du côté d'Évian, qui nous avait dit, mais si vous passez par Bamako, allez voir mon petit-fils, allez voir Loïc. C'est un petit gars qui est assez débrouillard et qui fait de la radio à Bamako. Alors moi, j'y croyais pas, évidemment, Buller non plus. Et puis un jour, on a découvert Loïc et sa sœur, Sarah. Et puis ils sont devenus eux-mêmes, et Loïc en particulier, un sujet, parce que ce gosse suisse, un petit peu malien, qui est même pas mal malien finalement, avec les années, qui faisait cette radio, qui faisait son émission tous les samedis après-midi, 1 heure avec sa frangine. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Loïc. Est-ce qu'il y a pour vous une façon de vous projeter dans quelqu'un de la nouvelle génération? Ah oui, je crois que j'ai découvert, en découvrant Loïc, le garçon que j'aurais voulu être quand j'avais son âge, quoi. Parce que moi, j'ai eu envie de faire ce métier depuis tout petit. En regardant passer, par exemple, Jean-Pierre Goretta, ici, dans ce quartier, moi, j'avais 10 ans et j'étais sur ma trottinette, puis je me promenais sur le trottoir de la Sala pour regarder passer Goretta. Ça me suffisait. Alors, évidemment, quand on tombe à Bamako, en plus, une ville que je connaissais pas, dans un pays que je connaissais pas, sur un gosse qui fait le métier qu'on a rêvé de faire depuis tout petit, c'est une sorte de rêve qui se réalise, quoi. C'est ça. T'as pas envie de prendre sa place, là? Si, d'une certaine manière, j'aimerais bien être... Quand même, hein. Travailler comme il travaille. Oui. Parce que c'était vraiment très chouette de le voir quand il était à Bamako en 94, c'était en 94, je crois. C'était vraiment très chouette, c'était très intéressant. T'étais un peu impressionné? Oui, parce que c'était... La façon dont il travaille, il a quand même un certain... Enfin, il connaît son métier. Puis il a un bel enthousiasme, tu vois. Oui, il est très enthousiaste, mais il a un contact humain très chaleureux. Oui, alors du coup, cette interview a été faite sur le coup de midi. On n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Loïc préparait sa propre interview, mais il fallait d'abord faire l'émission en direct de Zapmonde. Et on va les retrouver quelques instants, Jean-Charles et Franck Musy en studio et en direct. Et puis tu vas peut-être nous dire, toi, puisque tu étais présent aussi, comment tu considères une émission comme celle-là?
Oui, tu y étais. Alors, impression de cette émission? C'est une émission bien préparée, je trouve, qui quand même nécessite, à mon avis, beaucoup de moyens, parce qu'ils ont quand même envoyé... C'était en Birmanie ou bien... Enfin, en Inde et tout ça. Je pense que c'est quand même un sérieux travail, ça demande beaucoup de moyens, et c'était très intéressant de on voir... On doit prendre des conseils ou en donner, je sais pas très bien. J'en prenais. Et puis donc, l'émission à peine finie, il n'a pas laissé Franck Musy le temps même de grignoter, il l'a pris dans un coin, dans un box de montage de radio, et c'était donc ta première interview de journaliste de télévision, après l'avoir été depuis 8 ans en radio. 5 ans. 5 ans. Alors on écoute le résultat. Ouais, alors, ça tourne. Ouais, j'ai appris donc que tu montais une radio au Burkina. Alors est-ce que tu peux m'en parler un peu plus sur ce projet? Alors bon, c'est pas moi qui monte une radio au Burkina, c'est des Africains, c'est des Burkinabés qui ont monté leur petite radio associative qui s'appelle La Voix du Paysan et qui est une radio qui a un petit studio très modeste à Waïgouya dans le nord du Burkina. C'est une radio qui fonctionne avec les NAM. Je ne sais pas si tu as entendu parler des groupements NAM. C'est des groupements de paysans africains qui travaillent ensemble. Au-delà d'ailleurs de la frontière du Burkina, ça touche un petit peu le Mali, du côté des falaises de Bandiagara, ça touche un petit peu le Niger en direction de Gao. Et ces gens, ils se battent, comme tu le sais mieux que moi, contre la désertification. Ils ont des problèmes qui durent depuis la grande sécheresse des années 70. Alors cette radio, elle existe, ils l'ont montée, et puis... comme on a des rapports et des liens avec les NAM depuis notre opération Sahel-Noël de 88, on a décidé de continuer, de garder ces liens en quelque sorte. On leur a apporté un petit studio de production très modeste depuis ici, au début de cette année. Et puis, je vais là-bas pour partager un peu leur quotidien, pour voir un peu comment les choses se passent. Je crois qu'il n'y a rien à leur apprendre. Les Africains, ils sont très doués pour faire de la radio. Il faut partager, simplement. Alors, je vais là-bas 6 semaines, je pars dans 3 jours, pour partager 6 semaines de vie avec eux, pour faire une radio qui sera évidemment totalement différente de celle-là, avec eux. Mais d'une certaine manière, tu veux devenir un peu africain. Comme toi. C'est un risque que je suis peut-être en train de prendre sans m'en rendre compte. Si tu veux, l'Afrique, elle m'a appris beaucoup de choses. Je la connais je la connais. J'y suis passé quelques fois depuis maintenant une dizaine d'années, et elle m'apprend beaucoup de choses parce elle m'oblige à remettre ma petite église au milieu de mon village. C'est-à-dire que ici en Europe, on a tout. T'as bien vu. On pèse sur un bouton, ça marche, l'électricité, la flotte, il y a tout. Et finalement, on oublie, j'imagine, un petit peu l'essentiel. Alors je me dis que peut-être que là-bas, je vais peut-être retrouver un petit peu de cet essentiel dont on a toujours tous besoin. Et puis plus tard, comme j'arrive bientôt, pas encore tout à fait, mais comme il faut regarder les choses comme elles sont, la moitié de la vie, elle est derrière moi, c'est la retraite devant moi. Il faut bien y penser un petit peu. Comme on ne peut pas s'arrêter d'un jour à l'autre dans ce métier, parce que si on coupe, il paraît que ça fait très mal, la suite, moi, j'essaye de l'imaginer là-bas, en faisant du temps partiel, et puis après peut-être du mi-temps, puis après on verra bien. Ça dépend de tellement de facteurs. Voilà, Loïc, tu vois, des gens qui seraient prêts à venir t'aider, là... Ouais, c'est bien, parce qu'il va amener son expérience. Comme il l'a dit lui-même, les Africains se débrouillent très bien en radio, plutôt. Mais c'est vrai que souvent, il y a un manque d'entourage, parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas formés, ils n'ont pas fait de formation pour être devant un micro, devant comment faire un reportage de manière technique. Donc c'est vrai qu'il peut amener de l'aide, je dirais, intellectuelle. Il pourra aider à former certaines... Je pense qu'il va aider à former, à donner des conseils. Il faut mieux tenir le micro comme ça, ou je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est très bien. D'accord. Je te propose une petite pause. On va aller voir... Tu sais, on a une rubrique qui s'appelle Le Look. 75 ans de la radio, quand même, pas qu'on oublie ça au passage, naturellement, Patrick. C'est en rapport, vous allez voir. Elle est préparée par Jean-Claude Mercier, bien sûr. Le look dans un intérieur d'hier et d'avant-hier, certainement, n'a pas beaucoup changé. Avant l'arrivée de la boîte à images, la télévision, la radio était le personnage central. L'arrivée d'un poste radio dans un intérieur, l'événement, mais encore toujours le compagnon actuel. Du point de vue du look, un petit tailleur d'après-midi, un rang de perles et un canapé de velours rayé, bien sûr. Degrees right now in the Apple. Hello, Central Park. Everybody up on Harlem River Drive.
Hey, 42nd Street. Greenwich Village? Washington Square. I never mentioned Greenwich Village. How are you? It's good to be with you, New York. We're WBLS #1. Un look presque rétro pour l'heure actuelle, c'est-à-dire une chaussette blanche, un short un petit peu moulant, bien sûr des bijoux voyants en toque et plein de punch. Very apropos for this kind of year. Time of year, I should say. Taking you on a lover's holiday. La musique dans la radio, c'est bien sûr dans la voiture, dans la rue, c'est un peu la frime aussi, j'ai l'impression. Un look youpi, voiture et costume noir si possible, à l'arrière une raquette de Swatch et bien sûr un porte-clés de marque, bah voyons. Pour une vieille dame de 75 ans, je crois que c'est pas trop mal. La radio romande, c'est aussi couleur 3 et ça sert à ça. Look et radio toujours, skater, rappeur, presque même combat, jeans large, taille basse bien sûr, t-shirt surdimensionné, casquette et l'inévitable genouillère, protection oblige, yeah! Alors Loïc, toi tu nous rappelles comment est-ce qu'on écoute la radio en Afrique? Parce que là on a vu différents exemples, hein, des exemples très modernes, contemporains. Et chez toi comment on l'écoute? Il n'y a pas beaucoup de radio dans les voitures, donc ça c'est déjà rayé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général on a un petit poste, normal, et on se met à 5 ou 6, on peut même être plus nombreux, sur des chaises, et on écoute la radio, les émissions en buvant du thé. Le fameux thé malien. Voilà, le fameux Raconte-nous ce qu'est le thé malien. On en a parlé plusieurs fois, là, moi ça m'intéresse. En fait, c'est du thé qui vient de Chine. On le met on prend des petits verres comme ça, qui peuvent ressembler à des verres à liqueur. Bien sûr. Et on fait cuire, on met donc une dose de thé, 3 doses d'eau, on fait cuire ça dans une petite théière sur du charbon de bois. On fait 3 cuissons. À chaque fois, on aère. C'est très exotique. D'après les gens, quand ils ont vu ça, ils disent c'est exotique comme système. Et après, on met beaucoup de sucre dedans et on boit ça chaud. C'est donc notre rubrique gastronomique, le conseil culinaire, le thé malien. Je te présente Patrick, hein, je crois que vous n'êtes jamais rencontré. Patrick Mort s'occupe d'une troupe de théâtre qui s'appelle La Spirale. Et alors Patrick, expliquez-nous quel est le lien justement entre l'Afrique et l'Europe dans votre travail. Moi, je travaille avec le Théâtre Spirale, en fait, depuis très longtemps. C'est une compagnie dite multiculturelle, qui est un terme un peu barbare, mais qui jette des ponts entre différentes cultures, Asie, Europe, Afrique, Amérique latine. Et puis, c'est un lieu de rencontre, hein, et aussi pour dialoguer à l'intérieur d'une pièce de théâtre, d'abord de rencontre des acteurs et rencontre avec des publics différents. Parce que vos acteurs sont à la fois africains et européens. Alors, dans ce spectacle qu'on est en train de monter en ce moment, La Fable du Cloître, c'est des acteurs africains qui viennent du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de Gambie, et puis, parce que c'est écrit par un Congolais. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, La Fable du Cloître? Alors La Fable du Cloître, c'est l'histoire de Makiadi, qui est un clochard, qui est en fait un homme né d'un tas d'ordures, et qui est un homme déchu dans un monde déchu, et qui fait une véritable descente aux enfers pour essayer de retrouver une femme qui lui a écrit une lettre d'outre-tombe, une femme qui s'est suicidée pour lui. Et puis, il part à sa recherche. Et il cherche où est l'enfer. Et il ne sait pas où est cet enfer. Et donc, il est en quête de cet amour perdu. Et puis, il va se métamorphoser. Il va subir plusieurs transformations. Il va devenir femme, il va devenir moine. Et il va finalement devenir le gardien de la morgue, le passeur entre le monde des vivants et celui des morts. En fait, le trait d'union aussi entre le passé et le présent. Et ce Makiadi est peut-être une métaphore de l'Afrique, qui a besoin, dans les grandes cités, dans le déchirement des grands
de cette civilisation urbaine maintenant, d'une redescente aux enfers pour trouver les valeurs fondamentales profondes, essentielles. Et Kaya Makele, en même temps, c'est un auteur congolais, profondément ancré dans sa culture, et qui vit aussi à Paris, et qui a assimilé toute la littérature européenne. Il y a aussi toute une partie de ping-pong avec la mythologie grecque et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va puiser à plusieurs sources, qui est déjà un lieu de rencontre en lui-même. D'accord. Patrick, ça vous a pas échappé, vous avez vu les photos extraordinaires qu'on a vues tout à l'heure. Vous devinez qui a fait les photos dans la circonstance? Si ce jeune s'appelle Patrick Mort. Jean Mort. C'est Jean Mort. C'est votre père qui a fait, le fameux Jean Mort, qui a fait le travail autour du théâtre. C'est une expérience originale, ça. Ou bien très régulièrement, il fait les photos de vos spectacles? Il le fait tout à fait régulièrement, sans que je lui demande. Donc, quelle chance avez-vous? Oui. Et puis c'est un grand plaisir. Et moi, avant d'arriver au théâtre, je passais par la photo aussi. Et je fais encore beaucoup de photos. Et c'est pour moi, le passage par l'image est extrêmement important. C'est-à-dire souvent, je vois un spectacle d'abord en image, puis en mouvement et en geste et en son. C'est-à-dire il y a une sorte d'importance. L'image, elle est en fait un condensé, un concentré de vie. Et nous, on doit réinsuffler de la vie dans cette image-là, dans ces métaphores, dans ces symboles et dans ces textes, dans cette vie-là. Toi, le théâtre t'intéresse? Tu as l'occasion d'en parler peut-être dans ta radio ou Non, je ne suis pas tellement théâtre. Et il faut dire qu'en général, il n'y a pas de théâtre dans mon village. On est quand même assez éloigné de la ville et c'est très dur de descendre la nuit. Alors raconte par exemple le soir dans ton village. Qu'est-ce que les jeunes font? Comment vous passez vos soirées? À préparer le thé malien, ça on sait. Mais voilà, mais justement, en général, tout se passe autour de ce fameux thé qui se passe dans un grain. Donc un groupement de personnes. Et là-bas, justement, on écoute la radio. Et on fait du thé, on discute, on joue aux cartes. Quelles sont les émissions qu'on préfère chez toi quand on est devant le poste de radio? Ça varie suivant les âges des personnes. Bon, les jeunes, c'est mon genre d'émission et les autres émissions qui font de la musique pour les jeunes. Et pour les personnes plus âgées, c'est des musiques un peu plus douces, plus traditionnelles aussi. Et dans ton village, combien il y a de gens qui ont... Enfin, combien, tu ne le sais peut-être pas, mais est-ce que chaque famille a un poste de radio? Facilement 2 ou 3. Ah oui. C'est quand même le meilleur moyen de communiquer. Parce que les gens sont très souvent illettrés, donc il n'y a pas le journal, la télévision, pas tout le monde là. Et donc c'est la radio qui marche le mieux. Et elle annonce tout, hein. Elle annonce les décès, elle annonce les rencontres, elle annonce les rendez-vous. Voilà, c'est ça. Elle sert en fait de lien avec la ville. Mais quand tu dis que tu voudrais aussi t'intéresser à la télévision, comme tu l'as fait d'ailleurs dans cette première interview, comme tu le feras demain en Provence avec un reportage de dépaysement, ça veut dire que tu imagines que demain la télévision pourrait petit à petit prendre la place de la radio en Afrique, ou que de toute façon la radio restera leader face à l'image? Je pense qu'elle va commencer à monter en flèche parce que les gens quand même aiment beaucoup les images. Quand voilà, la culture africaine, c'est très imagé. Donc je pense que la télé plaît beaucoup plus que la radio. Alors une précision, là, Patrick, votre spectacle, où peut-on le voir? À la parfumerie, c'est un nouvel espace qui se trouve d'ailleurs juste en face de la télévision, de l'autre côté de l'Arve, derrière la piscine des Vernets. Et puis jusqu'à quand? Ça se fait jusqu'au 24 octobre. Et on fait des concerts tous les soirs aussi, parce qu'il y a des très bons musiciens dans le groupe. Et on a des concerts gratuits juste après le spectacle. Alors attention, on n'a pas été bon tout à l'heure, enfin moi en tout cas. Moi non Alex plus. non plus. Moi hein. non plus Le pianiste qui était en compagnie de Roger Nordman et de Jacques Roland, on a tous pensé que c'était Urfer. Vu de oui, pour des raisons de volume, oui. Oui, c'est ça. Eh bien non, ça n'était pas Urfer, c'était Loulou Schmitt. C'est une personne qui s'appelle Monsieur Francis Bernard à Renan qui nous a téléphoné pour nous le dire. Patrick, vous allez nous rendre service. Vous connaissez Boubacar Karkar Traoré? Ah oui, c'est un magnifique musicien. Je crois que c'est quelqu'un qui a été redécouvert sur le tard. Je crois qu'il était facteur. Et puis, c'est magnifique, parce que c'est vraiment les racines du blues, avec toute la vitalité qu'il peut y avoir en Afrique. Tu le connais aussi, Loïc? Je n'ai entendu parler. Alors, on va te le faire découvrir. Boubacar Karkar Traoré. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme un mâle, et dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme un mâle, et dis-lui que je l'aime. Fe bidembe ele lona, wari fe bidembe ele lona,
Samye fe bidembe elelona Wariye fe bidembe elelona Anani fao bidembe elelona Anani fao jadunya etenena Commentaire de Loïc sur ce passage, ce chanteur? Au fait, c'est des chanteurs, on n'entend pas beaucoup parler au Mali, et pourtant ils sont maliens, ils font de la bonne musique, je trouve. Tu le regrettes, toi? Oui. Patrick, les prochains rendez-vous du petit déjeuner. Alors c'est Claude Choly, donc demain. Lundi, c'est Étienne de Lesser, qui est aussi notre correspondant, c'est qu'il y a une petite rubrique au début de l'émission, en servant le café, les croissants, on prend des nouvelles du monde. Parfois on y va, comme on l'a fait il y a quelques années à Calcutta, en Chine ou ailleurs. Alors là, on prend des nouvelles du monde avec Étienne de Lesser, puisqu'il est à l'Équiville aux États-Unis. Mardi, surprise, surprise. Est-ce que en 12 ans, c'est énormément de rencontres, est-ce qu'il y a une ou deux rencontres qui vous ont tout particulièrement marqué? Alors, ce que j'ai vécu à Calcutta il y a 2 ans, lorsqu'on a fait une série de reportages, donc qui n'étaient pas en direct, en 91 en Chine, évidemment, là on était en direct absolu, dans un pays où il n'est pas totalement évident d'émettre encore. Et puis parmi les rencontres, il y a ces 2 hommes politiques, dont Mário Soares, le président du Portugal, 10 ans après. C'est-à-dire on l'avait bien connu, rencontré lorsqu'il était revenu après la révolution des œillets, suivi sa campagne électorale, et de le revoir président au moment où il allait quitter pratiquement ses fonctions. C'est vrai que c'est un moment plutôt émouvant à vivre. Bien sûr. Tu es prêt à le recevoir dans ton émission de radio? Oui, il n'y a pas de problème. Tu as déjà préparé tes questions? Pas tout à fait, parce que j'ai pas assez de documents sur. Alors comment tu préparerais Comment tu préparerais cette interview? Comment tu t'y prends, toi? En général, on est avec l'équipe, donc on a un sujet précis, donc ce serait Patrick Ferla, ce serait sur son émission, certainement, je pense. Et on réfléchira à ce qu'on pourrait lui poser comme question, sur ce qu'il fait et la manière pour qu'il développe beaucoup plus, pour qu'il se dévoile. Pour qu'il se dévoile. Et en fait, on fait surtout aussi des au tac au tac, quoi. Il dit quelque chose, ça nous fait penser à autre chose et on pose directement la question. Bien sûr. Souvent en direct. Surtout dans les reportages, on prépare évidemment un plan de questions qui pourraient être intéressantes, mais souvent il y a des questions qui viennent comme ça et qu'on les pose directement. Patrick, vous qui connaissez bien l'Afrique, un garçon comme Loïc, passionné de sa radio, ça vous étonne ou on en retrouve d'autres? Non, je ne le connaissais pas lui-même, mais je trouve ça très bien, formidable. Puis ce qu'il me dit du thé, ça me parle beaucoup, parce que le thé, c'est non seulement le fait d'être ensemble, discuter, c'est comme la montre. C'est-à-dire, je reviens au 3e thé, ou je veux dire, le temps se contenter. Et puis, je trouve ça extrêmement bien et positif qu'il fasse ce travail. Parce que je crois qu'on est à un moment où on casse les barrières dans tous les sens. Il faut être des iconoclastes. On est dans une civilisation qui est mélangée. On vit à Genève, il y a 40% d'étrangers, tant mieux. Faisons-en quelque chose. C'est pas, faut pas s'arracher les cheveux, se taper la tête contre le mur. Au contraire, c'est formidable. Restons profondément nous-mêmes, allons à la rencontre de l'autre et voyons où est-ce qu'on peut se rencontrer. On peut se mettre au carré ou au cube. Il ne faut pas qu'on s'annule. C'est ça. Merci. C'était donc l'émission Zigzag Thé Malien. Et on se propose de vous retrouver demain, n'est-ce pas, Loïc? Vous restez avec nous. Il compte les jours. Hein. Départ, c'est quand? C'est mercredi. Mercredi tôt, tu m'as dit. Tôt, oui. Ouais. Plus tôt possible. Le plus tôt possible. Allez, merci. Zigzag.